J'avais oublié le trailer. Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être revenus pour ceux qui étaient là, ce matin. On continue donc cette journée de rencontres professionnelles Fame, du Festival Fame, de la 8e édition du Festival Fame, qui se tient donc ici à la Gaîté Lyrique jusqu'à dimanche. Les programmes sont disponibles à l'entrée partout, mais il va se passer beaucoup de choses jusqu'à la séance de clôture de dimanche soir. Voilà, donc dans ces journées, peut-être je resynthétise pour les gens qui n'étaient pas là ce matin, mais voilà, on est un festival de documentaires musicaux et on a assisté, c'est vrai, ces derniers temps, à une explosion de l'offre, à une sorte de bouillonnement comme ça, assez singulier et assez inédit, surtout autour du documentaire musical, avec une offre très abondante et d'autre part, un renouvellement des formats. Lié à la diffusion en ligne, il est à l'apparition des plateformes. Voilà, il y a quelque chose qui s'est réinventé et on a été très sensible à tous ces nouveaux formats qu'on a vu arriver et particulièrement à une série qui était Lost in Traplanta. Et c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui d'accueillir toute l'équipe de Lost in Traplanta que je vais vous présenter. Eh bien, Mathieu Rocher, qui est le concepteur et le réalisateur de la série Lost in Traplanta, saison 1 et 2. On rentrera peut-être plus dans les détails après. Sarah Brucker, qui est la productrice chez Résistance Film de la série. Et Marianne Lévy-Leblond, responsable des coproductions, direction du développement numérique chez Arte. Voilà. Donc la série a eu un grand succès, elle va revenir, donc il va donc y avoir une saison 2 de cette série et puis on aura l'occasion d'en parler. Et cette table ronde va donc ce matin on a déjà eu le plaisir de parler avec 2 réalisateurs et un producteur. Cette table ronde là va vraiment être plus une étude de cas, on va vraiment plonger dans la fabrication de Lost in Traplanta, de la première idée à la livraison et à la diffusion de la série. Voilà. Et ben, sans plus attendre, je m'installe sur le banc et puis on va commencer cette discussion. Et je pense que la première question va s'adresser à Mathieu. Quelles sont les origines de ce projet? Comment est né ce projet? De quelle envie est né le projet de réaliser cette série? L'idée de la série, c'était de faire une série sur Atlanta. Avant ça, j'avais fait quelques projets sur New York, des documentaires sur la culture hip-hop à New York. Et du coup, je cherchais une idée, un truc narratif fort pour faire Atlanta. Et un jour, je sais plus où c'était, mais j'ai vu sur Internet un sketch de Key & Peele. Il y a un bruit bizarre, c'est moi? Oui, effectivement. D'où vient ce bruit? Ok. Un sketch de Key & Peele donc, qui s'amusait d'une rencontre entre André 3000 et Big Boy, les 2 membres de Outkast, qui étaient séparés depuis déjà une dizaine d'années. Et du coup, on mettait en scène 2 mecs qui ne pouvaient pas se supporter et qui, du coup, c'était un sketch qui était très marrant. Et du coup, je me suis dit, mais c'est évident, ils s'amusent de leur absence et de leur séparation. Le fait que leur séparation à ce groupe était un fait culturel aussi fort que leurs albums. Le fait que les fans veulent qu'ils se remettent ensemble et tout. Et donc je me suis dit, il faut faire ça, il faut aller à Atlanta et mettre en scène quelqu'un qui essaie de les reformer. Voilà, c'était ça l'idée de départ. Ouais. D'accord. Et donc, comme je me suis mélangé dans le conducteur, on avait prévu de passer la bande-annonce avant, et bien on va passer la bande-annonce maintenant pour les gens qui ne sont pas familiers avec la série. Donc Samuel, on va passer la bande-annonce de Lost in Traplanta. Alors, et Samuel, on n'a pas de son, je ne sais pas si ça vient de nous en bas. En fait, je pense qu'il faut que je... Oups, désolé. Non, c'est pas grave, ça marchait ce matin. Donc Sinon, pire, je fais les voix. Je les connais bien. Vous allez faire les dialogues. Je me demande s'il ne faut pas aller dans... C'est ça, préférence.
le fameux petit problème technique. Yo, what's up? I'm Rap God, the actual god of all things rap related. And this right here is Larry. 2 days ago, Larry got dumped. And the only way to get his girl back is to put Outkast, hip-hop's greatest duo, back on track. Je le sens bien. Je vais aller par là. Do you know where I can find Outkast? Say that one time? Where I can find Outkast? Nigga, do I look like Andre 3000? Get the fuck out of here. Outkast, yes, they've been in here, but I never danced for them. This is hip-hop history. They put ATL on the map. What our friend doesn't know is that while Outkast was chilling, ATL became the hip-hop capital of trap music. I like trap. Trap music, you know what I'm saying? A-Town, trap. What is a trap? What is a trap? It's this trap music. It's trap music. Trap is where I come from, too. Trap music, Atlanta, that shit is all the same. You gotta get out the trap. Now, people with closed mind and shit, I'm just let y'all know the South got something to say. Do you think I can become an AT alien? Nope. Ok, donc voilà, la bande-annonce de la saison 1. Je vais quand même lire le pitch tel qu'il apparaît sur le site d'Arte. Atlanta, un Français un peu lunaire, se fait larguer par sa petite amie Destiny. Le seul moyen de la séduire, retrouver et reformer Outkast, le groupe mythique d'Atlanta, en break depuis une décennie. Maladroit mais très motivé, Larry part à la rencontre des habitants et des acteurs de la scène musicale de la ville, devenue en quelques années la nouvelle capitale universelle du rap. Voilà. Donc nous, effectivement, ce qui nous a beaucoup intéressé dans cette série, et ce qu'on a un peu déjà abordé ce matin pour les gens qui étaient là, c'était son aspect hybride, d'être un format qui va mélanger comme ça un personnage de fiction, une intrigue fictionnelle, dans un cadre documentaire, avec une envie documentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui était là dès le début? Est-ce que c'est une forme autour de laquelle vous avez tourné? Est-ce que c'était l'évidence? Est-ce qu'il y a eu d'autres hésitations à aller vers d'autres formes éventuellement? Oui, je crois que c'était ça dès le début. Hein. L'idée d'avoir un tout petit peu, 1% de fiction qui motive tout le reste et qui fait que tout le reste paraît mélangé, mais en fait tout le reste est complètement documentaire dans la mesure où les gens ne sont pas prévenus du fait que Larry fait ça, que c'est un acteur qui s'appelle en fait Cody et qu'ils pensent vraiment que c'est un gars un peu farfelu et qu'il fait ça par amour, quoi. Donc et on a besoin de ne pas leur dire, évidemment, pour avoir des réactions en face qui soient fraîches et authentiques, et garder une vraie tension aussi qui vient seulement quand c'est du réel, pour notamment la partie comédie, quoi, on va dire. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas. Dès qu'on a l'impression que c'est deux personnes qui jouent, du coup, ça retombe à plat, et du coup, ça ne peut pas marcher, quoi. Et non, pour compléter, en fait, il y avait deux... Donc, bonjour. Il y avait deux. Donc c'est vrai que Mathieu, quand il est venu me parler de son projet, l'idée était déjà vraiment claire. Et globalement, ça a été compliqué à réfléchir, à écrire, à mettre en œuvre. Enfin, ça a été du travail, mais l'idée était déjà assez claire. Donc il y avait ce dispositif fictionnel pour aller chercher du réel, donc s'appuyer sur un dispositif fictionnel qui était porté par un comédien qui devrait retrouver Outkast dans Atlanta. Donc ce qui déjà, en soi, aller pitcher ça, c'était déjà pas mal. On s'est dit que ce serait presque impossible à faire. Et la deuxième chose qui était importante, quand tu es venu m'en parler, c'était de pouvoir parler de musique un peu différemment et de s'intéresser, en fait, de sortir aussi de gros biopics sur des rappeurs et aller vraiment s'intéresser à l'évolution
de la musique, comment est-ce que le rap évolue, comment est-ce qu'on passe d'un groupe comme Outkast à la trap. Et à l'époque, quand Mathieu est venu m'en parler, c'était vraiment... la trap était en train d'exploser. C'était au début, donc c'est vrai que beaucoup de rappeurs reprenaient, on va dire un peu basiquement, ce qui vient d'Atlanta, qui était donc la trap. Et on s'interrogeait en fait sur la place de la trap dans le rap et comment on était passé de Outkast à la trap et quelle était cette évolution. Donc c'était ça qui portait et qui, moi, m'avait vraiment plu, c'est-à-dire vraiment aller s'intéresser à l'évolution, aux différentes évolutions des courants musicaux qui composent le rap. Donc à partir de là, est-ce que vous avez entièrement écrit le projet avant d'aller peut-être voir Arte? Est-ce que c'était parce que, par exemple, on avait Nicolas Vallot ce matin qui a produit la série sur Soprano pour Disney et qui a quasiment apporté chez Disney+, c'était entièrement écrit, entièrement scénarisé, quasiment découpé. En fait, ils sont arrivés avec déjà quelque chose de quasiment... clé en main, en fait. À quel moment est-ce que vous avez parlé? Je vais laisser Sarah et Mathieu répondre sur la partie que je n'ai pas vue de mon côté, mais ce qu'il faut quand même redire, c'est que Mathieu, c'était pas la première rencontre de production avec Arte. Avec son complice dans Gasface, ils ont réalisé plusieurs objets, dont 2 ont été faits en association avec Arte. C'était déjà pas du documentaire naturaliste, même si c'était très différent. Il y avait clairement un parti pris de mise en scène, une perspective esthétique très très forte, un jeu avec les mythologies. Donc on s'attendait pas à du documentaire d'observation. Et Sarah produit par ailleurs pas mal de choses autour des cultures populaires et du rap en particulier. Donc voilà, tout ça ne venait pas de nulle part. Le dialogue était déjà engagé depuis un moment, on va dire. Le potentiel d'intérêt et de dialogue était favorable, on va dire. Après, je vous laisse répondre sur le travail avant que nous, on ait commencé à voir quelque chose. Moi, je me rappelle pas trop de ce qui a été fait avant qu'on montre, donc je te laisserai peut-être dire, je sais pas. Non, je pense qu'on est arrivé avec... comme l'idée, en fait, était déjà très claire quand tu es venu me voir, ça a été surtout le temps qu'elle soit complètement claire pour moi sur le papier. Je pense que c'était très clair dans la tête de Mathieu. Il y a toujours un petit processus ou un petit temps où il faut que ce soit très clair aussi pour le producteur, pour qu'il puisse aller voir de façon convaincue un diffuseur. Mais je pense que ça a été... l'écriture a été... il me semble assez rapide. On s'est posé beaucoup de questions assez vite, mais je pense les bonnes questions. Et donc, quand on a été voir Marianne avec le projet, donc il a tout de suite beaucoup enthousiasmé aussi. Donc, c'est vrai que, moi, j'ai un souvenir de simplicité, mais je sais pas, c'est parce que maintenant, ça fait déjà 4 ans. Mais il me semble que c'était assez simple. Mais surtout, l'idée, ce qui a été proposé, c'est qu'on puisse aller tourner un pilote. Parce que c'est vrai que dans le dispositif de narration, c'est-à-dire dans ce comédien où tout est écrit, qui va se confronter au réel, comment vont réagir les gens, comment est-ce que on va présenter le comédien aux interlocuteurs tout en gardant vraiment cette nécessité d'être dans le réel. En même temps, Larry, qui est donc Cody Kim, qui est un comédien, c'est pas un journaliste, donc lui il jouait vraiment un rôle. Donc comment est-ce que tout ça allait comment ça allait vivre, comment est-ce que ça fonctionnerait. Enfin, on avait pas mal de questions. Et du coup, c'est vrai qu'on a été d'abord tourner un pilote à Atlanta avant de tourner la série. Et je pense que ça a permis d'affiner l'écriture et en tout cas de vérifier. Enfin, comment tu dirais Ouais, en fait, j'ai l'impression que ce qu'il y a, c'est que c'était... ça avait l'air intéressant et marrant sur le papier. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucune garantie que... en réalité, ça marche, ou moi, ma crainte, c'est un peu qu'on se fasse taper, voilà, qu'on dise, mais vous foutez de nous, enfin, c'est quoi cette attitude de mec complètement léger, comme ça, qui pose des questions débiles. Il pose pas tout le temps des questions débiles, mais surtout au début du récit. Tout le truc, c'est tout en cherchant un Outkast, commencer à s'intéresser à la trappe, parce que c'est vraiment ce qui définit la ville aujourd'hui, au présent, c'est la trappe. Et Outkast étant plutôt un souvenir et quelque chose de culturel, qui vit, mais de façon plus par le passé, par le souvenir, ou par des choses qu'on a plaisir à réciter là-bas, mais c'est pas tellement ce qui passe ni en boîte ni à la radio. Et du coup, il faut trouver une façon que ce personnage, accidentellement, commence un peu à s'intéresser à la trappe
au début, on était un peu agacé en mode, mais c'est quoi ce délire avec pourquoi vous faites tous de la trappe? Enfin, c'est ce qu'on voit dans le pilote d'ailleurs, c'est ce glissement et ce moment où le film part sur les rails. Il va s'intéresser un peu malgré lui, ensuite un petit peu, ensuite vraiment, et à la fin, il va vraiment kiffer. Et enfin, je vous dis pas la fin, mais l'idée c'est que son intérêt devient vraiment réel et sincère pour tout ce qui est de la trappe, et à la fin, ça lui permet de comprendre comment une même ville peut engendrer Outkast. Et ces clips avec 20 trombones et un truc vraiment très plein de soul et de funk, et un truc aussi, et puis engendrer aussi un truc comme la trappe qui paraît plus minimaliste et plus froid et un peu plus pauvre a priori, alors que pas du tout, surtout à Atlanta, quoi. Voilà, je sais pas si je me suis un peu égaré, mais c'était un peu l'idée. Non, et peut-être, on va peut-être montrer justement un épisode et le pilote, juste pour vraiment dire qu'en fait, on est aussi dans des conditions documentaires. Il y a vraiment un mélange de conditions de fiction avec un personnage quand même assez écrit. Lui, dans ce qu'il caractérise, le fait qu'il soit toujours à côté, le fait qu'il doive réagir avec le réel et faire des trucs un peu bizarres et qui sont censés nous faire rire, enfin un peu loufoque. Mais en même temps, c'est pas préparé avec les intervenants. On est vraiment dans des rencontres un peu spontanées, et à part la prise de rendez-vous, comme dans un documentaire normal, c'est pas écrit, et surtout pour cette saison-là, ils n'étaient pas spécialement mis dans la confidence que Larry était un rôle écrit. On les avait prévenus que on était un peu entre les deux, qui jouait un petit peu aussi à l'idiot, mais c'était pas du tout annoncé que son rôle était complètement écrit, ce qui permettait de jouer avec des réactions spontanées, même si on expliquait après. Et donc l'idée, c'était surtout que les gens n'aient pas le sentiment qu'on les piège, parce que c'était vraiment pas l'idée. Ouais, qu'on se fout d'eux, ouais. Ouais, voilà, de rester très respectueux de toute cette culture et de toute l'histoire culturelle, et en même temps de pouvoir jouer avec le dispositif. Donc c'est ça, moi, c'était quand on a fait le pilote, c'était vraiment ça. Ah, pardon. Ah, ok. Non, mais j'avais fini. Non, mais avant le pilote aussi, il y a le casting de Larry. Ah oui. Oula, oui. Et c'est pas simple. En fait, tu avais plein de paramètres autour de ça. Oui, c'est vrai que... parce qu'il est quand même très central dans cette il est dans tous ce les dispositif, j'imagine. Tous les plans, ouais. Oui. C'est ce qui fait que ça peut marcher ou pas marcher, quoi. Autant l'écriture, c'est vrai que à la base, j'avais écrit, c'était 20 épisodes au lieu de 10, et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais. Autant il y a des choses que je me rappelle avoir écrites dès le début qui se retrouvent ensuite dans la série, autant il y a des choses qui ont pu être improvisées là-bas, mais le casting, ça m'a pris un peu plus d'1 an, parce qu'au début, je pensais m'en sortir tout seul comme un grand en trouvant un type, quelqu'un dans le milieu du stand-up, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui parle très très bien anglais, quelqu'un qui sache jouer la comédie, qui soit apte à la comédie physique, parce que c'était important, et quelqu'un qui aussi sache écouter les autres, ce qui n'est pas le fort de beaucoup de comédiens, et d'être capable de se mettre en retrait, quoi, et de laisser vivre, et de rebondir et d'écouter ce qui se dit et d'improviser. Donc ça fait beaucoup de choses. Et également quelqu'un qui n'ait pas l'air d'être cool, parce que si tu es cool, tu es au courant et tu poses pas des questions comme c'est quoi la trappe, des questions bêtes comme ça. Donc il faut quelqu'un qui soit un peu le personnage était un peu comme l'inspecteur Clouseau, c'est-à-dire que il fait toujours, mais bien sûr que je suis au courant. Et nous, on comprend bien qu'il est au courant de rien. Et du coup, c'est ce décalage de naze prétentieux qui fait que du coup, on a toute l'attitude pour poser des questions aussi un peu et découvrir à travers lui. Et je sais pas si je suis en train de m'égarer, mais en gros, c'est tout passe par lui. Donc il y a eu ce casting. Ouais, c'était long. Voilà, c'était long. C'est ça l'idée. Voilà, pour trouver le personnage parfait, quoi. Ouais, du coup. Il y a eu des vrais castings, et après j'ai vu le comédien sur Le Grand Cactus, une émission belge où je le voyais imiter Jean-Claude Van Damme et Depardieu et tout ça, et toujours avec un aplomb. Il sortait jamais de son personnage, et je me suis dit c'est exactement un mec comme ça qu'il me faut, parce que il sort jamais, il casse jamais le personnage. Et du coup je suis allé le voir et je lui ai demandé. Voilà. Ok. Et ben peut-être c'est le moment peut-être de regarder le pilote. Donc c'est
C'est un épisode qui est dans la série. Absolument. Donc c'est l'épisode 2 de la série, donc qui dure 6 minutes et quelques, mais qui a été fait en premier à l'occasion d'un premier voyage à Atlanta de tournage de ce pilote, et qui ensuite, en fait, il avait été extrait du scénario. Et en fait, il n'a pas tant évolué, enfin, par rapport au pilote qu'on a fait et l'épisode remonté dans la série, il a finalement quasiment pas évolué. Donc c'est quasiment à 100% le pilote. Mais en revanche, ce que vous allez voir là, qui est donc proche du pilote, comme le dit Sarah, le pilote lui-même a fait l'objet de pas mal de discussions entre les premiers montages que vous avez faits. C'est à cette occasion-là qu'il a été possible de régler un certain nombre de paramètres narratifs en particulier qui ont servi de base à la suite de la série. Et si je ne dis pas de bêtises, le choix de travailler comme pilote l'épisode 2 et pas le 1, c'était aussi délibéré pour ne pas se retrouver dans des problématiques d'exposition. Où on voulait être sur presque le cœur de la série. Ouais. C'était quoi en vitesse de croisière un épisode de Lost in Transport, ça ressemble à quoi? Pardon, je te laisse faire. Non. Non, j'allais dire allons-y. Voilà, j'allais le dire aussi. Parfait. Et voilà, Samuel, on va passer sur l'ordinateur. Hey, what's up? I'm Rap God, the deputy god in charge of all things hip-hop. And this right here is Larry, the guy supposed to bring the funk back in it. How? By finding Outkast, Atlanta's legendary combo and hip-hop's greatest duo. Sorry, sir. I'm looking for Outkast. No? Okay. See, 2 days ago, Larry got dumped. And the only way to get his girl back is to put Outkast back on track. She made that pretty clear for him. Good morning, sir. How long this shop been open? 32 years. So, yeah, I guess you've heard about Outkast. Yes, I have. They're from around here. All right. One of your favorite group? No. This was a rough neighborhood at one time. Okay. And they've torn down a lot of the project-looking buildings. And so, yeah, at one time, and some of the band members went to school around here. Oh. Right up the street. But now it's safe. Safer. One for the money, yes, sir. Two for the show. A couple years ago on Headland and the Low, was it something starter or something good? Well, me and my nigga rode the martyr through the hood. Yes. Good. You wrote it? You saying, did I write that song? Yeah. Oh, no, that's Outkast, dog. Of course. I knew that. You knew that? You didn't know that. What is that good thing that started here? Outkast, Goody Mob, Dungeon Family. Like, this is where it all started, dog. Andre 3000, CeeLo Green, Big Boy. Good morning. Good morning. Andre and Big Boy went to school in the Tri-Cities right down there, right down the street. Really? Like, this is hip-hop history. They put ATL on the map. Where you from, man? France. Oh, Beverly. Beverly? Oh, my auntie name is Beverly. I knew you wasn't from here. Motherfucker, you over there looking like a fun-size Inspector Gadget. Look at you. You got on the jacket and the hoodie. Ain't that cold outside? Okay, I get it. All right. Next question. How about Outkast? Are they still around? Oh, Andre and Big Boy? Yeah. They got rich and moved out the hood. I mean, you in the right place. You just 20 years late. Okay. How can I find him? Talk to my man Childish. He is the man. Childish. Yeah, Childish. Childish. C'est pas compliqué, en fait. Il suffit de bien parler aux gens et t'as les infos. Là, on va voir Childish. Je te garantis que demain ou ce soir, on est avec Outkast. Hey, Childish. What's going on? How you doing, Larry? Good morning. Thank you for welcoming us. Thanks for having me. Where are we? We are in Atlanta, Georgia, 1451 Studios. Yeah. And how did you hook up with Outkast?
With Outkast? I don't know Outkast. I don't know Outkast. How did you manage to work with him? Never work with Outkast? Never worked with Outkast. but you like to? For sure. Yeah, for sure. One day. One day. If they ever make music again, we'll see. Okay. Yeah. Do you know the use of every buttons here? Now, all right, let's pretend I'm a big rapper, I'm a big artist, and I come to see What's you. your name? Larry? Larry? Gucci Game. Gucci Game? Or Young Tub. Oh, okay, I got you. Hey. You pull up, what's going on, man? How you been? Gucci. Everything good with you? I'm looking for a Grammy. Off top, you're looking for a Grammy. So then you would tell me that, and you would play me some of the stuff you've already been working on, right? And then I would play what's catering to that, or what I feel like is missing. Show me something. I'm Gucci. Are you gonna rap for us? I'm Gucci. Am I wrong, or it sounds like trap? Is it? Yeah, correct. Is this trap music? This is trap music. Okay. What is this thing between ATL and trap music? It's the epicenter. And who invented the trap music? That's a debate. I can't even say off top who created trap. You know, I can tell you my introductions to, you know, the trap music, whether that be T.I., Jeezy, whether that be Lil Jon. There's the sound of trap, but there's also like the soul of trap. So like what that actually is, like trapping is, you know, essentially like drug dealing. There's, you know, there's a way that looks, there's a way that feels, there's a way that sounds. The sound is what I feel like made traveled, you know, what traveled around the world was the sound of it. The soul of it is here, though. I know Gucci Man, if it's one of my songs, one of his songs, I don't know. Yeah, man, he said, he called me Shady Grady in East Atlanta. So you're famous? No, I'm not famous. Otherwise, I wouldn't be standing here with you. What else are we going at? What else you want to know? Ok, donc voilà l'épisode qui a servi de... Ouais. Est-ce que j'aurais pu poser la question au début, mais est-ce que vous avez vu la série? Qui a vu la série? Oui, voilà, ouais, quand même. Ah, ok, voilà. Je voulais poser la question au début, mais... Ok, donc oui, l'épisode pilote, et là on voit effectivement qu'il y a là ce qui se superpose un peu tous les niveaux. Alors bon, même en cours de route, j'ai pensé à un moment à Sacha Baron Cohen, à Ali G quand il commence à faire le faux rappeur. J'imagine que vous n'aviez pas envie d'aller jusque-là. Mais là, effectivement, on voit aussi la façon de faire raconter la trappe par les gens, enfin par les gens d'Atlanta, tout en étant toujours un peu sur ce fil. Et du coup, quel était vraiment le dispositif de tournage en fait? Comment vous vous présentiez, comment vous débarquiez, comment vous tourniez ces scènes? Ben là, par exemple, pour le pilote, j'expliquais juste que le moins possible, en fait. Enfin, c'était une interview légitime. En fait, ce qui rassure vite les gens, c'est le fait qu'il y ait des lumières, des grosses lumières, deux caméras, des techniciens qui ont l'air de savoir. De savoir ce qu'ils font, et le fait que le gars qui pose les questions, je leur dis t'inquiète pas, enfin il va poser 2-3 questions un peu basiques, un peu bêtes, mais c'est pas
c'est pas comment dire. On disait que c'était pour les Français. Oui, qu'il voilà. faudrait leur expliquer vraiment à Ouais. la base, enfin les trucs. Donc les questions étaient idiotes, mais c'était pour parler au public français. Donc on s'excuse d'avoir fait passer les Français pour des incultes et un peu des idiots. Où on disait voilà, c'est parce qu'il va poser vraiment des questions, vraiment le b.a.-ba de voir qu'est-ce que c'est que le rap. Mm-hmm. Et quand même, c'était il n'y a pas si longtemps, donc on prétextait. Voilà, l'audience française qui n'y connaissait rien. Ça marche très bien, ils sont pas une très haute estime de nous. Et du coup, par exemple, il y a un truc un peu, juste en termes de tournage, un truc relationnel à établir vite, c'est que moi je les ai contactés, donc je sais ce qu'ils font, et il faut vite leur faire comprendre que je connais bien leur catalogue et leur travail, et que je vais les voir pour les bonnes raisons, et que du coup, ils sont confortés par le fait qu'il y a quelqu'un qui connaît vraiment bien leur travail et qu'on vient les voir. Et que lui en revanche, c'est pas grave si pendant l'interview il a l'air de piocher un peu, parce qu'en l'occurrence, il y a toute une équipe qui sait pourquoi on vient là, et donc la personne est confortée dans ça. Donc c'est juste c'est juste Larry qui a pas l'air trop au point. Et évidemment que voilà, il faut, c'est pas, comment dire. L'idée, c'est ce personnage a des qualités et des défauts incroyables qui le mettent dans des soucis pas possibles, comme ça, là, s'enterrer parler des boutons, parce qu'il sait plus comment il aimerait ressortir de cette pièce, et nous aussi on a envie qu'il sorte de cette pièce, et après il a aussi ses qualités un peu uniques aussi, qui fait qu'il arrive à s'en sortir et à dire ok, si j'étais Gucci Game, si je voulais un Grammy, comment ça marche. Et du coup ça marche parce qu'il est aussi très les gens le trouvent aimable, quoi. Voilà, il est très apprécié. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a été apprécié par tout le monde là-bas. Et vers la fin du tournage, j'expliquais que c'était juste beaucoup plus rapidement. Je disais voilà, Cody, c'est Larry. On l'a jamais présenté comme étant Cody à personne. Et on dit bah voilà, c'est un peu le Dave Chappelle français, ce qui est faux, hein, mais voilà, comme ça il voit le truc. Dave Chappelle français, on fait un truc sur le rap, donc il fait un peu le con, il fait un peu des blagues. Donc comme c'est Dave Chappelle et que lui il a l'air sympa, ben, ça prenait vraiment 20 secondes, quoi. C'est vraiment au fur et à mesure que j'ai trouvé un peu la parade, et en disant mais il fait semblant d'être con, mais par contre il vient voir les bonnes personnes, ce qui est du coup assez flatteur et ce qui est vrai, quoi. Du coup voilà, il y a jamais eu de malentendu, ça s'est jamais vraiment mal passé, je crois. En tout cas moi j'en ai pas le souvenir. Bah, en fait, là, vraiment, avec Childish, c'est une des premières interviews. Donc, on ne savait pas trop. Donc, c'est vrai qu'il est hyper sympa, Childish, parce qu'il se retrouve vraiment face à Cody qui fait n'importe quoi, les boutons, et vraiment, il est mignon, il perd pas le sourire. Et ils finissent quand même par échanger. Il finit par y avoir quelque chose de très généreux entre eux. Et du coup, c'est aussi une façon de montrer les artistes voilà, dans des échanges qui sont un peu à côté. Et je trouve que dans la série, il y a aussi beaucoup ça, c'est-à-dire ces rencontres un peu improbables avec Cody qui fait l'idiot. Ça déplace un tout petit peu le regard, même si ça continue à parler de musique sérieusement. Mais après cette interview-là, on était dans un autre studio où ça faisait un petit peu peur. Et là, on avait dit à Cody, stop les blagues, c'est peut-être pas l'endroit. Ouais, quand même. Non, parce que je crois qu'on avait fait des blagues quand même, mais ouais. Il y a eu, à un moment donné, il y a eu un malentendu où le mec a cru que Larry a dit qu'il était pauvre, et le gars a dit il avait super mal pris le truc, parce que il y a pas pire qu'insulte que être broke. Et du coup, mais il y avait, c'était moins sympa, mais c'était quand même sympa. Et attends, ce que je voulais dire, pardon, mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Le temps que tu retrouves, Mathieu, moi je voulais juste prolonger ce que disait Sarah, parce que je trouve que c'est deux. Enfin, moi je me souviens que tu as expliqué, Mathieu, que un des intérêts du procédé, c'était aussi d'attraper les gens d'une façon qui les empêcherait probablement d'être dans un jeu de rôle habituel dans lequel ils étaient avec les médias. Et effectivement, il se passe d'autres choses. Et l'autre intérêt, et ça, moi, j'ai pas arrêté de le constater de plus en plus au fur et à mesure que les discussions puis les visionnages avançaient. Et pour moi, c'est une des grandes qualités de la série, c'est sa générosité. C'est-à-dire que c'est intéressant pour les connaisseurs, et c'est aussi très gratifiant pour ceux qui découvrent. Et ça, c'est vraiment lié au dispositif. Oui, tout à fait. Et donc c'est un dispositif qui s'est un peu réglé en cours de route à partir
à partir de ce pilote? Le dispositif de tournage, oui d'ailleurs, parce qu'on voit... tu parlais tout à l'heure de Sacha Baron Cohen, Borat. C'était vraiment un gros... Ali G. Ouais, en l'occurrence, ouais. Moi, j'avais vraiment pris l'exemple de Borat parce qu'il y avait toujours cette mise en scène où tu avais un plan avec Borat et la personne qu'il rencontre, et toujours un plan sur la réaction, un gros plan sur la réaction de la personne interviewée ou rencontrée, et jamais sur Borat. Et du coup, en pensant à la mise en scène, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, parce que finalement, la réaction de l'acteur, on s'en fout, parce que c'est un acteur, et s'il est drôle, il sera toujours drôle dans le plan large. Et du coup, j'ai repris ça, et la petite entorse qu'on peut voir, je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'est que la scène où il rencontre un type sur une armoire électrique, cette fois, c'est la seule scène de toute la série où on voit les réactions de Larry, parce qu'il s'en prend plein la tête et que la personne en face de lui est plus drôle ce coup-ci. Et du coup, par exemple, pour te dire le dispositif, là, c'est quelqu'un qui n'a pas de texte, mais qui est casté, qui n'est pas là par hasard, parce que je sais que là-bas, dans ce quartier, il n'y aura que des... Tout le monde va en voiture. Si tu n'as pas de voiture, c'est que tu es soit drogué ou fou. Et donc, voilà, vraiment, donc tu ne peux pas faire vraiment une conversation. Donc, il n'y a pas vraiment de piéton, quoi. Ce n'est pas un concept qui existe. Et du coup, j'avais juste donné rendez-vous à Steve qui fait du stand-up en lui disant rien du tout, mais juste voilà, tu vas lui parler et puis n'hésite pas à y aller fort. Si tu as envie de le teaser un peu, si tu as envie de te moquer de lui, vas-y. Et du coup, il y avait pas de... Il savait qu'Outcast était là, il savait où ils étaient allés à l'école, donc il n'a pas de réplique, mais il est, en l'occurrence, c'est une petite triche, on va dire, mais dans la mesure où ça reste documentaire ce qu'il raconte, parce que c'est vraiment, il dit ce qu'il sait, etc. Donc ça fonctionne. Ouais, donc il y a plusieurs situations, comme type de situations qui sont déclenchées. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est pour rebondir, c'est le fait que justement que Larry joue un rôle permet finalement aux interviewés, eux, d'être eux-mêmes en fait, c'est-à-dire de plus être dans un rôle, je suis face à un journaliste et je rentre dans mon personnage et je me mets à jouer mon personnage, mais finalement à laisser échapper peut-être quelque chose de plus peut-être plus authentique ou un petit peu débarrassé, on va dire, des couches protectrices qu'on peut se mettre comme ça. Ouais, voilà, ça déstabilise. Et puis tu vois, dans le cas de Childish, le deuxième interviewé dans son studio, la réaction qu'il a et qui est vraiment... il est très sympa, il est patient, on va dire. Et c'est aussi très documentaire. C'est très typique d'Atlanta et de l'hospitalité du Sud. Et du coup, c'est pas, ça joue aussi dans l'aspect documentaire, ces réactions, quoi. C'est un peu comme quand tu vois Borat, qu'on peut voir comme une comédie, mais qu'on peut aussi voir comme un documentaire sur l'hospitalité américaine et sur la culture. Des gens qui sont vachement patients. Dans le cas de Borat, tu vois des gens très très patients avec lui. Après, tu vois des gens qui ont des réactions très violentes. Et du coup, tu sens que quelle Amérique va élire Trump dans quelques années. Donc c'est vachement aussi... dans ce réel, tu es vachement aussi dans, comment dire, un peu dans l'anticipation, parce que c'est quelque chose qu'on a pu voir venir dans un documentaire comme Borat, je trouve, par exemple. Voilà. Et alors, comme l'heure tourne, je vais avancer un peu dans les questions. Là, on a vu que l'épisode était assez court, donc la série a tout de suite été pensée pour être sur les réseaux, ou est-ce que c'était... Alors, penser, ça c'est à Mathieu de répondre à ça. Nous, quand on en a pris connaissance, c'était une série pour une distribution numérique. Et lesquels et comment, ça s'est réfléchi un peu au fur et à mesure, d'autant que les stratégies de publication qu'on met en œuvre, elles évoluent en permanence avec les plateformes elles-mêmes, leur fréquentation, leur nature, etc. Mais oui, d'emblée, c'était une série qu'on pensait pour diffusion sur le site d'Arte, sur YouTube, disons, pour l'essentiel. Alors ça a été plus que ça à l'arrivée, mais oui, en tout cas, c'était le point de départ. Oui. Sarah, donc tu voulais... Oui. En fait, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire penser pour les réseaux? C'est surtout qu'en fait, les diffuseurs... Oui, ce serait la deuxième. Voilà, les diffuseurs, comme, en tout cas, le lieu où on peut faire des séries comme ça, sur ces cultures-là, avec des dispositifs de narration qui sont un peu au départ pas expérimentaux ou un peu originaux ou innovants. C'est vrai que c'est sur les plateformes
des diffuseurs. Donc en fait, c'est pensé pour ça, parce qu'en fait, on sait que c'est à cet endroit-là qu'ils trouvent leur audience, c'est à cet endroit-là que l'écosystème en fait se passe là. Après, ça pourrait être à l'antenne, et je ne sais pas s'il y a aujourd'hui tant de différence entre finalement ce que fait l'antenne des plateformes comme les plateformes américaines aujourd'hui et ce que peut faire en digital Arte, qui par ailleurs est très libre avec les formats. Ça peut être des formats courts, ça peut être des formats plus longs. Et en fait, c'est surtout le traitement, moi, et le thème qui me semble faire que c'est l'endroit, mais peut-être que Marianne dira autrement. Non, c'est clairement le thème. C'est-à-dire que Arte, sur son antenne, travaille autour du domaine musical, des cultures musicales, depuis le début, et beaucoup. Ce qui est spécifique dans l'écosystème numérique tel que le travail Arte, par rapport à la musique, c'est clairement de quelle musique on parle, d'abord. Et ensuite, donc il y a autour du hip-hop une politique très volontariste de la part d'Arte depuis 4-5 ans, qui fait complètement sens pour plein de raisons, pour le public, pour Arte, enfin voilà. Mais au-delà de ça, sur les questions d'écriture, c'est vrai qu'on est... c'est de l'intérêt de tout le monde d'ouvrir à des hybridations. Ça permet, typiquement, encore une fois, de sortir des injonctions entre musique ou documentaire, musique ou société, fiction ou documentaire, une collection thématique ou une histoire linéaire. Donc toutes ces choses-là... Lost in Traplanta est un vraiment bon exemple et qui a fait pas mal d'émules et qui a inspiré pas mal de projets dont on a eu connaissance ensuite, sur la façon dont ça a tricoté tout ça de manière pas théorique. Hein. Je ne dis pas que Mathieu n'y avait pas travaillé, réfléchi avant, mais à l'arrivée, ça marche sans que la série fasse sa propre théorie. Ça marche parce que tous les ingrédients sont un peu réunis. Sur le format lui-même, je ne sais pas à quel moment on va évoquer la suite, mais c'est des schémas qui évoluent. Là, on est sur 10 fois 6, 7, un truc comme ça. Depuis, le contexte a un peu changé. On sait qu'il y a une faveur au format plus long qui est liée à la fois aux usages des internautes. Alors, qu'est-ce que vous appelleriez plus long? Là, on est sur le Lost in California, sur 6 x 15, si je ne dis pas de bêtises. 5 x 15. 5 x 15. Ouais, comme ça, on a la même durée au final. Ouais. Ouais. Et clairement, un format de 15 minutes répond plus aux habitudes qui ont changé et sera plus favorisé par les algorithmes aussi. Tout ça se tenant, évidemment. Alors, là, on touche quand même un point assez passionnant. Hein. C'est-à-dire que on est dans ce monde des formats qui évolue très vite. Hein. On en parlait même ce matin avec Florent Baudin, qui a fait le documentaire sur Gims pour Netflix il y a 2-3 ans, me disait si on le refaisait maintenant, on le referait pas du tout. Il n'aurait pas du tout la même forme. Donc là, entre les deux saisons, il y a une évolution aussi des analyses de données, de comportement, des algorithmes, etc., qui fait que du coup, on adapte l'écriture à l'évolution du format. Enfin, on l'adapte quand elle se laisse adapter. Hein. Là, en l'occurrence, on n'a pas l'impression d'avoir tordu le bras au projet, ce qu'on essaierait de ne pas faire. Donc là, l'évolution, qui n'est pas une révolution, hein, c'est l'allongement de la durée des épisodes et peut-être une petite montée du curseur feuilletonnant dans la narration de la série. Tu veux rajouter non, quelque moi chose? je trouve que c'était intéressant. J'avais produit plusieurs séries plus courtes, de ce genre de format. Mathieu, t'en avais réalisé aussi. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'allonger les formats parce que c'est une autre façon de raconter. Donc c'était aussi intéressant pour une saison 2, donc qui se passe à Los Angeles. Mais Mathieu, tu vas peut-être pouvoir nous en dire 2 mots, d'essayer aussi de renouveler dans la façon dont on pouvait laisser se déployer la narration. Et c'est vrai que moi, en re-regardant l'épisode 2, je me dis « Ah, c'est court, on aurait pu... Enfin, ça fonctionnait. » C'est vrai qu'on l'avait pensé, enfin Mathieu l'avait pensé pour ce format-là.
Au départ, il y avait plus d'épisodes d'ailleurs. Et c'est vrai que moi, je suis contente que les formats s'allongent parce qu'en termes de narration, ça permet de prendre plus de temps, d'installer les choses. Voilà. Donc c'est ce qu'on a tenté. Ouais. C'est ce que Nicolas Valode, qui était là ce matin, parlait, lui, de déformatage avec les plateformes et les espaces comme ça. C'est-à-dire que voilà, les cases seraient plus si rigides et que du coup, effectivement, il peut y avoir une sorte de souplesse comme ça. Mais effectivement, le temps passe et il y a une saison 2. Alors, peut-être que tu peux nous en dire un mot, parce qu'il y a une évolution dans le format, mais ce n'est pas la seule évolution. Oui, il y a des petits bruits de temps en temps. C'est pas la seule évolution. La saison 2 de Lost in Traplanta n'est plus, n'est plus à Traplanta. Voilà, c'est à Los Angeles, ouais. Et du coup, à Los Angeles, il cherche toujours par amour. Il a une autre copine. Et c'est toujours avec Cody. Et en fait, sur un malentendu, sa copine est fan de Dr. Dre. Elle a tous les albums sauf un qui s'appelle Detox. Et bêtement, il prétend l'avoir, alors qu'en fait, l'album n'existe pas. Et du coup, il a 4 jours pour trouver un album qui n'existe pas. C'est ça le pitch. Et du coup, bien galéré, forcément. Et puisqu'il ne sait même pas que ça n'existe pas au début. Oh, pardon, il n'est jamais sorti, mais il existe en tant que légende. En fait, c'est le plus connu des albums qui n'existent pas. Et il a été entendu par tout le milieu du rap de Los Angeles, a entendu un jour ou l'autre Detox. C'est un titre qui est évoqué dans d'autres titres de Kendrick Lamar ou de Schoolboy Q, de Eminem, qui disent j'étais avec Dr. Dre cet après-midi, j'ai entendu Detox, c'est génial. Et il fait partie de la culture, puisqu'il est même cité dans des morceaux à part entière, quoi. Peut-être plus de 20 fois. Parce que c'est un album donc, que Dr. Dre a travaillé pendant 15 ans, qui a été annoncé qu'il allait sortir, et puis qui ne sortait pas, puis qu'il allait sortir. Donc c'est devenu un peu une légende. Et l'album, il faut regarder la série pour savoir ce qu'il est devenu, et s'il arrive à le trouver. Mais c'était un bon moyen, du coup, de s'attaquer cette fois-ci au gangsta rap. Ouais, voilà, du coup, l'idée, c'est de... Le prétexte narratif, encore une fois, c'est de dire qu'est-ce qui est au carrefour de tout ce qui est intéressant à Los Angeles. Ce qui peut être intéressant à Los Angeles, entre autres, c'est pourquoi cette ville a engendré le gangsta rap qu'on connaît, qui est un peu tout le rap pratiquement aujourd'hui, parce que maintenant, on ne conçoit pas trop que des gens rappent sans être méchants ou sans avoir une attitude de méchant, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, ça trouve son origine à Los Angeles. Donc pourquoi c'est une ville où il y a le plus de gangs au monde? Pourquoi il y a encore 50 000 membres de gangs actifs à Los Angeles? C'est des questions d'ailleurs auxquelles on n'a pas forcément répondu, mais on en a répondu. On a trouvé d'autres questions, mais disons que l'idée c'était d'interroger la culture gangsta et que la figure de Dr. Dre, qui est vachement centrale, puisqu'il est là au début à la création du gangsta rap, et il est encore là aujourd'hui, puisqu'on vient de le voir au Super Bowl dimanche dernier, à la mi-temps du Super Bowl. Donc c'est un peu la seule figure qui permet de tenir la reliure qui tient toutes les pages du livre. C'est lui. Et du coup, au présent et au passé, c'est toujours évidemment ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir faire les deux. Et tout en ayant l'air de faire, en ayant l'air de chercher ça, tout en faisant un truc sur la ville elle-même et quelle musique on peut trouver, quelles musiques ont été éclipsées par le gangsta rap aussi, parce qu'il y a toute une génération de rappeurs qui se retrouvent un peu au chômage une fois qu'émerge Snoop, et tous les labels veulent un Snoop, donc tous les gars qui font un rap un peu plus regular rap, comme ils disent, ou rap normal, se retrouvent sans perspective. Donc il y a l'exploration, une autre façon de visiter un peu l'histoire du hip-hop. Exactement, il y avait toute une dimension politique qui n'était pas trop, qui était vraiment légère sur cette saison. Et parce que c'est un autre portrait aussi, c'est une autre ville, et c'est la culture noire a une toute autre expérience, la communauté noire, a une toute autre expérience à Atlanta qu'à Los Angeles. C'est beaucoup plus dur. Des émeutes tous les 30 ans. Comment ça se fait aussi que, pourquoi là il y a des émeutes tous les 30 ans, à New York par exemple jamais. Comment ça se fait, pourquoi cette ville est comme ça, quoi. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors, comme il faut impérativement qu'on arrête à 15h30, et vous nous aviez apporté un petit extrait, je crois, qui dure combien de temps? 2 minutes. C'est un extrait de la saison 2, donc qui n'est pas sorti, qui est même pas du tout fini. Donc on avait un court extrait non mixé, non étalonné, donc vraiment qui sort tout chaud du
de la salle de montage. Est-ce qu'on vous le montre? Bah oui, allez. Ok. Larry est perdu dans Compton et il cherche cet album Detox. Voilà. You know Dr. Dre? Yeah. Have you heard about this album, The Detox? Fuck Dr. Dre. This is my shit right here. Okay. My inside's burning really bad out of memories of you. I'm crying deep inside. I'm still not sleeping right, girl, over you. My name is O'Shea. O'Shea. No, not O'Shea. Do I look like Ice Cube to you? What you talking about, O'Shea? Kind of. Kind of? No, yeah, fuck you, nigga. What you need? I'm looking for Detox. Detox. Yes. If you go up the street there, there's this juice cafe. You can clean your shit out. Detox, the album Dr. Dre you talking about? Detox ain't never been made. He's been trying to make that for like 20 years. You came to Compton to find the album. Yep. Oh, man, how dumb are you, bro? Your girlfriend asked, wait, is your girl from France too? No, she's from Silver Lake. She's from Silver Lake and she asking about the Yo, is this a joke or something, man? So you said, hey, I have this Detox album, or you, why did you say that? Yeah, these weirdos be out here, man. I swear. Loser Larry. Larry the liar. I can keep going. Larry, get away from me. How about that one? All right, man. Go on, bro. Go on, man. Get up out of here. They ain't got it with your little flower shirt. You're making fun of me. Yes, I am. Nah. Hey, yo, for real, man, what's up? Why you keep coming back over here? But you look like her. Oh, yeah. You said that already. Okay, cool. I get it. Is this your cousin or something? No, it's not my cousin. Ça fait envie. Merci. De voir la suite. Bon, alors à chaque fois, je trouve que le temps passe vite. On a encore 5 minutes. S'il y a des questions dans la salle, on peut vous passer le micro. Et alors, il y en a une là, je vais vous passer le mien. Je voulais savoir si ça a eu un certain succès à l'étranger, si vous avez vendu le programme, est-ce qu'il a eu... Parce que quand on le voit comme ça, on sent bien qu'il a une possibilité de toucher un très large public. Il y a une partie de la réponse qui est une coproduction avec la Belgique quand même. Exactement, c'est une coproduction avec la RTBF, donc Arte et la RTBF. Donc c'est vrai qu'il y avait cette dimension déjà européenne et francophone. Sur la dimension internationale, en fait, la série a beaucoup tourné dans des festivals à l'international. Donc, il a été même primé. On était trop contents dans des festivals vraiment, enfin même au-delà de l'Europe. Maintenant, c'est vrai que pour la distribution de ces formats-là, c'est-à-dire des séries de format court, ça reste un peu un sujet dont on parlait juste avant, c'est que c'est un petit peu compliqué à distribuer. Donc ça a été mis en unitaire aussi pour une exploitation digitale, mais à l'international, c'est difficile de vraiment développer la distribution sur les séries courtes. C'est encore pour le moment difficile. Non, voilà. Bien. Alors. La série a été publiée sur différentes plateformes par Arte, sur l'Europe entière. Et je mettais à jour mes chiffres il n'y a pas longtemps. On est à 2,5 millions de vues sur le site Arte, YouTube, Facebook, Instagram. Donc, bien. Est-ce qu'il y a une autre dernière question? Oui, tout en haut. Oui. J'arrive. Bonjour, c'était pour savoir si vous aviez du coup retrouvé ou rencontré le groupe Outkast pendant le tournage. Ouais, alors après, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour de tournage, on tournait dans un studio où ils ont beaucoup travaillé. Et du coup, pour l'anecdote, j'étais allé faire une petite pause pipi avant le début du tournage. Et 5 minutes avant le début du tournage, j'ai croisé Big Boy d'Outkast dans les toilettes. Voilà, donc ouais. Merci. Et j'ai une deuxième question.
c'est si vous aviez peut-être regardé la série Atlanta de Donald Glover et si ça avait peut-être inspiré, ou en tout cas aidé dans votre recherche sur Atlanta. En fait, j'avais écrit avant de voir Atlanta, la série, et du coup, j'ai vachement aimé la série. Mais j'ai adoré. Enfin, je trouvais que c'était pas assez long. Enfin, j'aurais aimé que ça dure plus, mais j'ai pas vraiment pu. J'ai pas changé après l'avoir vu où j'ai retrouvé des lieux par hasard. Il y a des lieux qui sont dans les deux. Enfin voilà, des cours, des plans comme ça, des lieux un peu peut-être iconiques ou quoi. Mais sinon, j'ai pas pris grand chose pour la série. Enfin non, en fait non, mais j'ai beaucoup aimé. Merci. Malheureusement, enfin, on va devoir s'arrêter là parce qu'on va faire quelques petits tests techniques pour la table ronde d'après. Merci beaucoup. On va remercier Sarah, Mathieu et Marianne. Merci d'être venus. D'être venu, merci d'être venu, nous parler de cette série, qui est une série qu'on aime vraiment beaucoup et qui a aussi nous a un peu inspiré dans la conception de ces rencontres professionnelles. On s'était dit que c'était assez emblématique et c'est un peu autour de cette série qu'on a construit ces rencontres. Donc on est très content que vous soyez venus et impatient de voir la saison 2. Qui sera début septembre sur Arte. Voilà, bon, et ben formidable, on regardera ça début septembre. Merci, on va faire quelques tests techniques et on se retrouve juste après avec Dolores Emile de Netflix France pour parler documentaires musicaux, toujours. Merci, à tout de suite.